Nouvelle semaine démarre pour nous et nous sommes ravis de vous retrouver encore pour l'aventure Bonjour le Faso. Chaque matin à partir de 7h30 bien sûr sur Savan TV. Alors bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Nous sommes ravis en tout cas de vous retrouver. Aujourd'hui pour la revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va feuilleter les journaux avec nous et suivi bien sûr de la phase commentaire. Et pour cette semaine, direction Koudougou pour la rubrique à la découverte 2, nous nous installons au palais Masman donc de Nabasaga premier chef d'Issouka pour découvrir ce palais-là qui est un site touristique en même temps parce qu'au sein de ce palais de ce chef traditionnel, nous avons notamment le musée Rahimi. Donc, c'est un musée historique et touristique à découvrir. Donc, on va parler de tout ça à travers la rubrique à la découverte de. Et comme invité du jour, nous serons avec le sociologue de formation et en même temps promoteur du musée de l'eau de Moutili. Il s'agit de M. Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Tenez-vous bien, le musée de l'eau a 20 ans cette année et il décide bien sûr de marquer ce 20e anniversaire à travers des activités. Il sera là, c'est notre invité du jour. On va lui poser toutes les questions autour donc de ce musée de l'eau. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous chaque matin, du lundi au vendredi. Et puis on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de. Alors, pour la rubrique à la découverte de cette semaine, direction la région du centre-ouest, direction Koudougou, donc la cité du Cavalier Rouge, pour découvrir un site touristique. Il s'agit du palais d'Issouka de Koudougou, donc Koudougou qui est un département du Burkina situé à environ 110 km donc de Ouagadougou. Alors, la chefferie traditionnelle de Issouka est l'une des premières de la tradition Mossi. Elle a débuté d'ailleurs dans les années 1920 avec le Naba Boulga. Au cœur de la ville de Koudougou, à la cité du Cavalier Rouge, bien sûr, se dresse un site touristique majestueux. Il s'agit du palais royal donc d'Issouka, qui se trouve dans le quartier Issouka. Alors, le quartier Issouka est le premier quartier de Koudougou. Il abrite un site touristique qui offre aux visiteurs l'occasion également de découvrir l'histoire de la ville de Koudougou. Il leur permet aussi de voir et de savoir plus sur les légendes les plus anciennes de la création de Koudougou et du passé colonial de cette localité. Il est également le fruit d'une initiative de l'actuel chef qui a entrepris sa mise en place pour un devoir de mémoire. Il s'agit bien sûr de Nabasaga Ier. Plus qu'un site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle qu'il faut découvrir. Le palais de Issouka est plus qu'une cour royale. C'est un complexe touristique et culturel. Il est composé de du musée donc Rahimi qui signifie n'oblige pas en langue morée, également de la place de Nababango et du palais Masme. Ce site trône au cœur donc de la cité du Cavalier Rouge à Koudougou. Le palais Issouka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti en matières locaux. Il faut vous retrouverez notamment donc ces maisons là qui ont été construites notamment à partir de la terre rouge donc du Burkina, et surtout que l'éclat a été rehaussé à travers donc des peintures et des couleurs artistiques dosées que vous voyez à travers les images. C'est un bâtiment à niveau construit en banco selon donc le concept des voûtes nubiennes par une association basée à Boromo. Le palais est un véritable temple donc qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé notamment de 3 pièces, dont le couloir de la paix, la salle du chef, où il reçoit notamment les visiteurs et dans laquelle aussi il ne communique que dans la langue mori, donc la langue de ses ancêtres. Et enfin, on a la salle également des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue aussi de constructions faites de terre et de toits de chaume. On y trouve également des greniers et une meule artisanale, des peintures et de divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statues de l'empereur Demosé, du Naba Bongo, de l'Alé Naba Sanam de Koudougou, du pharaon d'Égypte également et du roi de Japon. C'est une façon pour le chef d'Issouka d'ouvrir son domaine au monde. C'est dans cette place que le chef célèbre d'ailleurs avec ses sujets la fête traditionnelle appelée Nabaska qui se passe du moins une fois dans l'année. Selon notamment le gérant du musée Rahimi,
Il s'agit de M. Patrick Rossi, de nationalité française. L'objectif est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais Masson n'est pas qu'un seul lieu d'habitation, mais un espace destiné également aux activités de la chefferie traditionnelle et un site touristique à découvrir. Il faut rappeler que le musée Ragnimi a été inauguré en 2010 et propose notamment des objets traditionnels à découvrir au sein de ce musée. Alors, il faut rappeler que le palais Masma de Koudgou est situé à Isuka. Donc, c'est justement le palais de Nabasaga Ier, chef d'Isuka. On parlait de Nabaska tout à l'heure. Pour cette année, le Nabaska de Nabasaga Ier est prévu pour le samedi prochain. Et donc, vous aurez des surprises sur Savane TV. Merci en tout cas de votre attention concernant le palais d'Isuka de Koudgou. Et nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le quartier Isuka de Koudgou, en commençant bien sûr par Sa Majesté Nabasaga Ier, chef d'Isuka. On va s'arrêter ici pour la rubrique à la découverte 2. On espère que vous avez encore découvert plus ce musée-là. Et Raimi et bien sûr le palais royal d'Isuka. Merci de votre attention. On marque une petite pause, juste le temps d'installer Elhaj Amadé Soro pour les informations. Et aujourd'hui, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro, donc qui est là pour partager l'actualité avec nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres. Absolument. Et nous commençons avec le doyen des quotidiens au Burkina Faso, l'Observateur Palga, à la une de l'Observateur. Visite d'infrastructures sanitaires à Bobo, le Premier ministre entre joie et colère. Formalité, retrait de la CEDEAO, les diplomates de l'AES accordent les violons à Ouaga. Tiefora, 4 orpailleurs perdent la vie dans un éboulement. Cherté de la vie, l'UAS interpelle à nouveau le gouvernement. Hydrocarbures, la Sonavi renforce ses installations à Pénin. Triplé de Dango Ouattara en Première Ligue. On attend beaucoup de moins à tous les matchs. Et nous poursuivons cette fois-ci avec Sidoaya, le quotidien d'État à la une de Sidoaya, pèlerinage de Dingasso, des prières de paix pour le Burkina Faso. Nouvelle du front, la commune de Sono, ravitaillée grâce à la bravoure du Bir 10. Éditorial, une rupture assumée. Confédération des États du Sahel, les formalités des négociations de sortie de la CEDEAO définies. Plusieurs projets de documents formulés par les experts. Région des Hauts-Bassins, le Premier ministre inaugure un dépôt d'hydrocarbures liquides de 104 000 mètres cubes à Péni. Rimtalva Jean-Emmanuel Ouedraogo échange avec l'administration et les opérateurs économiques. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso à la une de l'Express. Installation de la Sonabi à Péni, un dépôt de 104 000 mètres cubes pour ravitailler l'AES et l'Afrique de l'Ouest. Hôpital de référence de Bobo, juste des ajustements pour qu'il soit opérationnel. Autant le dire AES, CEDEAO, un divorce assumé. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES, les formalités de séparation de la CEDEAO en discussion. Simple détail, ils ont reçu des orientations du chef du gouvernement. Fièvre typhoïde, n'ayez pas peur. SN Sosico, le DG dans les champs de canne à sucre. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso. Le M23 a pris Goma en RDC Congo. L'ONU s'active sur l'État, l'UA souffle sur les braises. Divorce d'avec la CEDEAO, jour J-2. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES balisent le terrain. Visite d'infrastructures sanitaires, inauguration de dépôts d'hydrocarbures, échange avec les opérateurs économiques par le Premier ministre, séjour studié de Jean-Emmanuel Ouedraogo dans les Hauts-Bassins, coopération sino-Burkina, 17 milliards de francs CFA de la Chine pour des projets structurants au Burkina. Deuxième édition, semaine de l'épargne et de l'investissement. Rendez-vous les 7 et 8 février à Ouagadougou. News du jour, le passeport AES, expliqué par le DG de l'ONU. L'abbé Guy Mukasa Sanon,
nouvel évêque de Nouna. 100 ans du petit séminaire de Pabré, l'UAS donc donne de la voix face à la gouvernance. Nous poursuivons toujours avec cette fois-ci le quotidien, à la une du quotidien, crise sécuritaire mise en cause des libertés fondamentales, vie chère, etc. L'UAS, hausse encore le temps de trait des pays de l'AES, de la CEDEAO, définition des formalités de séparation. L'AES marque sa disponibilité à collaborer avec tous les pays. Infrastructure sanitaire à Bobo-Dioulasso, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a mission d'inspection. Le voyageur de Guénin lutte contre le trafic des stupéfiants, des trafiquants de cannabis mis aux arrêts à Pau, Nagrin Ouaga. Après avoir arraché un téléphone, il termine sa fuite sous un camion. Ouagadougou, un braqueur lynché à la cité en 3, lutte contre la cybercriminalité. La BCLCC alerte sur un faux communiqué d'investissement en ligne. Et nous terminons avec le quotidien, le pays, à la une donc du pays. Décision de l'AES de quitter la CEDEAO. La CNAVC appelle à une mobilisation le 28 janvier prochain. Les ministres des Affaires étrangères font les derniers réglages à Ouaga. Crise sécuritaire et vie chère au Burkina, l'UAS interpelle les autorités. Construction d'un centre de transformation du coton à Bobo, le Premier ministre évalue l'avancée des travaux. Réalisation du projet structurant, la Chine accorde une aide de 17 milliards de francs CFA au Burkina. Diocèse de Nouna, l'abbé Guy Moukassa Sanon, nommé évêque. Confidence du week-end, usage du téléphone portable en circulation, la police nationale bande les muscles. Actu Sport Premier League, le coup de chapeau historique de Dango Ouattara. Merci bien, Elage, pour ce titre. Et on revient exclusivement sur le sujet AES-CEDEAO, sorti donc de l'AES de la CEDEAO. Ce week-end, on a vu notamment aussi des mouvements ou sinon des rassemblements pour marquer l'an 1 de l'AES. Absolument. Il y a des mouvements à venir encore. Tout à fait. Alors, actualité oblige donc à Abzeta. Il faut donc dire que hier, s'est tenue à Ouagadougou la rencontre des chefs de la diplomatie de l'AES, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, celui donc du Niger Sangaré et bien sûr du Burkina Faso, le pays hôte Traoré. C'est pour donc dire que c'est pour baliser le terrain à des négociations. Il y a certaines personnes qui se posent des questions pourquoi après la sortie avec effet immédiat, on en est encore à parler donc de formalités, de retrait, de négociations. Vous savez très bien que les organisations, les traités, les conventions ont des règlements, ont des, n'est-ce pas, des dispositions qui stipulent qu'en cas de retrait, en cas de suspension, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas une remise en cause, effectivement, de l'effet immédiat de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. Mais c'est pour, effectivement, s'accorder sur donc, des formalités, sur la manière de négocier. Si vous prenez, par exemple, l'exemple sur l'Union européenne, lorsque la Grande-Bretagne a voté donc oui, et le Royaume-Uni donc a voté oui pour la sortie donc de l'Union européenne, il y a eu près de 2 ans de négociations. Parce que quand vous êtes dans une organisation, il y a des dispositions qui sont donc faites pour permettre la collaboration. Et quand si cette collaboration s'arrête, donc il y a des textes qu'il faut prendre pour normaliser, en tout cas réglementer la future collaboration entre les deux blocs, entre l'AES et la CEDEAO. Donc c'est la même chose qui va se passer ici. Et ce n'est pas pour une remise en cause, effectivement, de cette sortie-là. Chaque fois, on revient là-dessus, hein, on ne cesse de le dire, que si la création de l'AES
n'avait pas été suscité par cette animosité qui a été développée par la CEDEAO. Alors, les trois pays confrontés à des risques existentiels pouvaient créer cette instance sécuritaire-là et continuer à rester dans la CEDEAO. Comme les G5 Sahel, il y avait les G5 Sahel qui regroupaient bien sûr les trois pays de l'AES, plus la Mauritanie et le Tchad, mais on n'en a pas fait un problème, puisque c'était la France qui est derrière les G5 Sahel. En ce moment, ce n'était pas un problème. On n'avait pas vu ces critiques-là, pourquoi ces pays sont dans la CEDEAO, pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et en même temps vous créez, n'est-ce pas, les G5 Sahel. Mais comme cette fois-ci, l'AES a été créée sur initiative personnelle, on peut ne pas dire endogène, de ces trois pays, c'est là maintenant que le problème se pose. Et finalement, comme je l'ai dit, les trois pays, les trois dirigeants, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani, ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire qu'ils vont créer l'AES. C'est parce qu'ils ont été contraints de le faire, parce qu'ils évoluaient donc, dans un climat d'austérité, d'hostilité plutôt, dans un climat d'austérité, d'hostilité, parce que effectivement, il y avait des velléités de déstabilisation d'un pays, notamment le Niger. Sans oublier que les sanctions qui avaient été prises par la CEDEAO n'étaient pas des sanctions réglementaires, puisque dans aucune disposition de la CEDEAO, il est dit que si un pays fait un coup d'État, il faut lever une armée pour aller rétablir le président. Ça n'a jamais été dit quelque part. Peut-être c'est juste suspendre le membre en question, mais pas vraiment faire le blocus, gel des avoirs, etc. Donc c'est dit que la CEDEAO n'a même pas respecté ses propres règles, ses propres dispositions. C'est ce qui a amené effectivement ces trois pays-là dans un élan de survie, donc à créer cela. Donc la réunion d'hier des chefs de la diplomatie des trois pays-là, c'est effectivement pour naturellement baliser le terrain. En cas de sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont surtout aussi les défis à relever et après si la séparation est vraiment consommée? Voilà, c'est consommé, ça il faut le dire. Il y a deux cas de figure. Il y a des pays qui sont dans la CEDEAO et qui ne sont pas dans l'Union, dans l'UEMOA par exemple. Par exemple le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, etc. Ils sont dans la CEDEAO, mais ils ne sont pas dans, n'est-ce pas, l'UEMOA. Tandis qu'il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, etc., qui sont dans l'UEMOA. En général, le problème, la question de la libre circulation ne devrait pas se poser avec ces pays, puisque dans les textes de l'UEMOA, il y a aussi la libre circulation des personnes et des biens. Donc ça veut dire que les trois pays de l'AES peuvent continuer à bénéficier effectivement de ces dispositions au niveau de l'UEMOA. Maintenant, avec les autres pays, depuis la crise qui a éclaté suite, n'est-ce pas, au coup d'État du général Abdourahmane Tiani au Niger, on n'a pas vu beaucoup de pays développer une grande hostilité. Si ce n'est pas, par exemple, le Bénin et le Nigeria, par exemple. Mais, bien sûr, la Côte d'Ivoire également. Mais comme j'ai parlé de la disposition de l'UEMOA, le problème est donc, c'est peut-être les pays qui ne sont pas dans l'UEMOA. Et là, on a vu des signaux positifs très forts qui sont lancés par le Ghana. Le nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, a déjà nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. Oui. Donc c'est pour dire qu'au niveau du Ghana, on n'aura pas de soucis. Bon, le Nigeria aussi, si vous avez certainement suivi, depuis un certain temps, le Nigeria ne parle plus même de cette question d'intervention, etc. Ça veut dire que le Nigeria a compris la leçon, qu'il ne fallait pas effectivement engager ce bras de fer. Je pense également avoir entendu une déclaration de la Côte d'Ivoire, également en disant que même si cette séparation, ou du moins la séparation d'avec la CEDEAO était consommée, alors la Côte d'Ivoire va continuer à avoir des rapports privilégiés avec les pays membres de l'AES. Donc, je pense que c'est comme je l'ai dit, dans la question de la collaboration entre les États, entre les institutions, entre les organisations, il faut mettre tout sur papier. Sinon, dans la réalité, je ne pense pas que le problème va se poser. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent déjà que voilà, il y a des citoyens de l'AES qui sont refoulés au niveau de certaines frontières d'autres pays. Bon, je n'ai pas les preuves matérielles de cela. Et vous vous souvenez également que
avant le dernier sommet de la CEDEAO, l'AES a produit un communiqué pour dire qu'en ce qui concerne l'AES, l'espace de l'AES est un espace libre pour les pays membres, les ressortissants de la CEDEAO. Ils peuvent y entrer, s'installer, développer leur commerce, mais avec une réserve. Cette réserve-là a été sciemment adoptée pour voir quelle est l'évolution de la situation sur le terrain. Si par exemple la CEDEAO vient à adopter alors donc des dispositions qui contraignent les pays membres de l'AES, il y a ce qu'on appelle le principe de la réciprocité qui va s'appliquer également. Donc ici, puisque l'idée générale c'est quoi? C'est de contribuer à faire en sorte que l'intégration entre les peuples, l'intégration économique soit renforcée. Les institutions par excellence ne doivent pas être considérées comme des goulots d'étranglement pour les populations. Ah oui. Si vous ne pouvez... À la limite, c'est ça, c'est pour les populations qu'on travaille. Tout à qu'on fait. prend des textes et tout. Voilà. Ouais. Donc si on regarde les dispositions, ou du moins les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, ce sont les populations qui ont souffert, qui ont plus souffert de ces sanctions, et non les dirigeants. Donc la CEDEAO, même si ça c'est maintenant consommé avec l'AES, mais la CEDEAO doit se recentrer sur ses premiers idéaux, c'est-à-dire travailler à rapprocher les peuples de la sous-région ouest africaine, travailler à renforcer l'intégration économique et à s'abstenir le plus possible des questions politiques. C'est vrai qu'à partir des années 2000, il y a eu ce qu'on appelle le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Même ça, alors, ces sanctions qui ont été prises ne figurent nulle part, n'est-ce pas, dans ce protocole additionnel. C'est justement parce qu'il y a des forces étrangères à la région, notamment la France, qui essaient donc de manipuler la CEDEAO, parce que s'il y a un changement dans un pays qui ne fait pas la fête de la France, en ce moment, la France et d'autres pays européens qui financent la CEDEAO, donc viennent derrière pour en tout cas faire... vous avez suivi l'histoire du Mali, où le président français a dit qu'il va appeler le président ghanéen pour qu'il prenne des sanctions contre le Mali. Mais vous voyez, ce sont des choses comme ça et qui font que cette CEDEAO a perdu toute sa crédibilité. Et finalement, avec la création de l'AES, vous avez vu comment est-ce que les populations ont accueilli la création, n'est-ce pas, de l'AES, que ce soit au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la diaspora. On a vu au niveau de la France comment les gens sont sortis pour effectivement clamer la création, n'est-ce pas, de l'AES et saluer cette initiative dont le principal socle est de rétablir la souveraineté, l'indépendance réelle et la prospérité des pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. On attendra de voir la suite parce Absolument. que je sais qu'entre 2028 ou après 2029, il se pourrait qu'on ait d'autres nouvelles. On commentera tout ça ici. Merci Absolument. beaucoup, Elhaj. Merci. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver et d'accueillir sur ce plateau un monsieur passionné des questions d'eau. Ça fait 20 ans qu'il lutte pour justement faire fonctionner le musée de l'eau qui est situé maintenant à Moutili. Mais le musée de l'eau, c'est toute une histoire depuis 2005 jusqu'à maintenant, notamment même le déplacement des sites du musée. On va parler de tout ça avec le promoteur de ce musée. Il s'agit de M. Alassane Samoura qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour M. Samoura. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je rappelle toujours que vous êtes sociologue de formation et passionné des questions d'eau, raison pour laquelle vous avez lancé en 2005 le musée de l'eau qui a 20 ans aujourd'hui, pour ne pas dire cette année. Et ce 20e anniversaire voulait bien marquer ça tout au long de l'année. On en reparlera. Vous êtes également sur le plateau, il s'agit de M. Pegdonwende Camille Roger Consimbo, ingénieur en hydraulique et ambassadeur du musée de l'eau. Bonjour Monsieur Consimbo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur le plateau. Alors, Monsieur Samoura, Oui madame. sociologue de formation, en Oui. 2005, vous décidez de lancer le musée de l'eau qui a 20 ans aujourd'hui. Alors, à la base, en 2005, comment vous avez eu la décision, comment vous avez pris la décision du moins, d'où vous est venue l'idée de créer un musée qui va valoriser ce liquide précieux qu'est l'eau? Merci madame et merci aussi à Savannah FM pour tout l'intérêt qu'il apporte au musée de l'eau. Je ne peux même pas calculer le nombre de fois que Savannah FM nous a accompagnés. Vous êtes une télévision de proximité. Ça c'est vraiment formidable. Chapeau à vous. Merci beaucoup.
Alors, il faut dire que l'histoire du musée, c'est lié à ma personne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 25 ans dans le domaine de l'eau. J'ai travaillé comme sociologue et anthropologue dans le milieu rural. Tenkodogo, Manga. Voilà. Et puis après, j'ai sillonné tout le Burkina quand j'étais à l'UNICEF. Et pendant 3 ans, à l'UNICEF, j'ai sillonné le Burkina. Et ça m'a permis de comprendre vraiment les grandes problématiques de l'eau. De voir et de toucher de main toutes les difficultés que les hommes et les femmes rencontrent sur la question de l'eau. Mais je pensais qu'on avait oublié un point très important. Et hormis le liquide, il y a autre chose qui accompagne l'eau. C'est-à-dire que quand on dit que l'eau c'est la vie, c'est une vérité universelle. Je suis d'accord. Mais l'eau ne peut pas être la vie sans quelque chose qui l'accompagne, notamment un récipient, un objet, une citation, un proverbe. Tout ça, on va appeler ça le patrimoine. Le patrimoine matériel qui est le verre, la puisette, le gobelet, la calebasse, ça c'est un patrimoine matériel. Alors l'immatériel, c'est tout ce qui est comme chansons, proverbes, mythes, récits sur l'eau. Ça c'est le patrimoine immatériel. Ensuite, il y a un autre patrimoine qu'on va appeler le patrimoine naturel. Les fleuves, les marigots, les mares, tout ça c'est le patrimoine naturel. Oui. Quand on parle du Mouhoun par exemple, le fleuve Mouhoun, quand on parle du Dafra, tout ça c'est des choses qu'on doit connaître sur l'eau. Alors donc ce patrimoine matériel, immatériel, naturel, c'est ça qu'on a mis dans un espace qu'on va appeler musée. Alors l'idée est venue comme ça, mais il faut dire qu'il y a aussi une inspiration divine, parce que c'est quand même le premier musée de l'eau en Afrique. Et il faut s'en vanter, hein. Il faut pas rester souvent modeste sur certains bords. Quand on est premier, il faut reconnaître qu'on est premier. On a eu l'initiative dans toute l'Afrique, dans un pays sec, désertique, de parler de la question de l'eau. Parce que les grands problèmes que le Burkina traverse, ou le plus grand problème que le Burkina traverse après cette question sécuritaire aujourd'hui, c'est la problématique de l'eau. Et les populations, quand vous faites un sondage sur 10 besoins ou 10 éléments ou grandes difficultés, les gens vont vous parler toujours de la question de l'eau avant la question de la santé, la question de l'alimentation, et ainsi de suite. Donc l'eau reste une très grande priorité pour les populations. Bien sûr. Voilà. Vous avez eu l'idée, merci en tout cas pour le retour sur l'histoire. Mais comment vous avez pu matérialiser ça en 2005? Et c'était où déjà le premier site du musée de l'eau? En fait, en 2005, j'ai ramassé tout ce qui est calebasse, jarres, ustensiles, voilà. Et puis j'ai essayé de mettre tout un discours autour de ça à Lumbila. C'était à Lumbila d'abord. À Lumbila, dans un petit quartier qu'on va appeler Puedro, je crois, et contigu au marché. Et c'est là qu'on a commencé le musée. Et quand on a commencé à installer les objets, exposer les objets, il faut dire que ça ne répondait pas réellement à un espace muséal dans les normes. Alors il fallait se battre pour quitter cet espace-là. Mais c'était aussi de l'audace de commencer quelque part. Que les gens sachent qu'on est dans une posture de vouloir vraiment parler du patrimoine matériel, de l'eau et de sauvegarder la ressource et montrer aussi toute la résilience que les femmes et les hommes burkinabés font pour la recherche de l'eau, sans oublier les gouvernants. Alors, donc on a commencé en 2005 à Lumbila, dans une maisonnette, et puis 5 ans après, on est parti à Moutili, vous venez de le citer en introduction, où les chefs... Est-ce que vous n'êtes pas passé par Saba? Oui, on a commencé par Saba, mais on n'est pas resté très longtemps à Saba. Okay. On n'est pas resté très longtemps à Saba. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire, mais on est resté juste, je crois, 6 mois. Okay. Et c'était aussi dans une maisonnette. Après, bon, on a quitté là-bas et on est parti à Lumbila, parce qu'il fallait de la visibilité. Alors, quand vous faites des choses, il faut qu'il y ait de la visibilité. Et le produit eau, qui est d'abord un produit très essentiel, vital comme vous venez de le dire, ça c'est important. La deuxième chose, c'est comment faire pour qu'on sache que vous existez. C'est comme ça qu'on est parti à Lumbila. Et on est peut-être contigu au barrage, c'est sur la Grande Voie, et sur la Nationale 4 Ouaga-Dori.
À l'époque, vous aviez quoi? Au minimum 1500 véhicules qui passaient par jour pour aller de Ouaga à Dori. Donc, avec le panneau, les gens arrivaient vraiment à lire et à consommer le concept du musée. Et les gens s'arrêtaient pour regarder. Donc voilà un peu, on a commencé à Saba, on est venu à Lumbila, mais on est resté longtemps plus à Lumbila. Et maintenant, on est sur notre site définitif qui est à Moutili. À Moutili. Voilà les 3 étapes géographiques par lesquelles on est passé. Vous êtes passé. Alors, en créant le musée de l'eau, c'était quoi votre vision et votre objectif? La vision, c'est d'abord de faire le plus grand musée de l'eau du monde. Moi, j'y crois. J'y crois parce que on a tous les éléments matériels, scientifiques, pour justifier la présence ou l'avenir des musées de l'eau au Burkina Faso. Ça, c'est une conviction personnelle, mais je crois avec le temps que ma conviction va se réaliser parce qu'il y a des apports comme vous et les gouvernants qui essaient aussi d'accompagner. Il y a aussi tout ce que l'extérieur nous apporte comme soutien technique. Je parle de l'UNESCO, je parle de l'EN, je parle de certains partenaires qui essaient de regarder, même si c'est un peu lent, mais qui sont en train de regarder ce qu'ils peuvent faire comme appui technique à ce musée-là. Donc voilà un peu la vision. Alors, l'objectif c'est de dire il faut montrer l'eau autrement. L'eau autrement c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'eau liquide. Il faut voir l'eau dans la culture. Il faut voir l'eau dans l'anthropologie. Il faut voir l'eau dans la souffrance des femmes burkinabées. Il faut voir l'eau dans le sacré. Il faut voir l'eau dans les libations. Il faut voir l'eau dans toute sa vision holistique. Ça, c'est le terme que nous aimons utiliser. C'est l'eau dans la culture, l'eau dans l'anthropologie, l'eau dans la sociologie, l'eau dans la cosmogonie, l'eau dans les langues, l'eau dans les peuples. Comment chaque vision, chaque peuple, quelle est la vision de chaque peuple sur la problématique de l'eau. Donc, on ne s'arrête pas seulement à liquide, mais on va dans une pluridisciplinarité et une multidisciplinarité, la question de l'eau. Et là, le Burkinabé est mieux placé pour le dire parce qu'on a été un peuple qui a été d'abord, en 1972, on a connu une grande sécheresse. Donc ça a permis au Burkina de se recentrer sur certaines problématiques de l'eau. On a eu des grandes organisations comme le SILS qui est venu, qui a apporté des appuis. On a eu des grandes écoles de formation comme les IED, HTR, qui sont venus aussi en réponse quelque part à toutes ces questions des sécheresses-là. Alors, donc ça fait que moi, j'ai eu pour vision de dire, pas vision, mais pour objectif de dire, il faut collecter, sauvegarder, préserver tout ce patrimoine dont je viens de parler et montrer que le Burkinabé, face à la question de l'eau, même si on n'a pas suffisamment d'eau, on peut faire beaucoup de choses avec l'eau. Bien sûr. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci bien. Je donne maintenant la parole à Monsieur Consimbo. Je rappelle que vous êtes ingénieur en hydraulique, ambassadeur du musée de l'eau aujourd'hui. Oui. Alors, Monsieur Consimbo, comment vous faites la connaissance d'abord du musée de l'eau, qui est situé à Moutili maintenant, dans le village de Kouanda? Bon, disons que j'ai fait la connaissance du musée suite à une exposition lors des forums nationaux de l'eau qui s'est déroulé à Ouaga 2000. Ok. C'était en quelle année? C'était l'année passée, en l'année 2024. Ok. Oui. Et que vous avez découvert le musée de l'eau. Mais qu'est-ce qui vous a accroché tout de suite, en fait, pour que vous commenciez à vous intéresser au musée de l'eau? Déjà, étant donné que je suis dans le domaine de l'eau, je nourris cette passion pour toutes les initiatives autour de la question de l'eau. Et cette passion m'a poussé à m'intéresser plus à l'anthropologie de l'eau, à la symbolique de l'eau. Et suite à toutes ces questions que je me posais à moi-même, j'ai vu M. Samoura au musée de l'eau. Bon, pas lui, j'ai vu son fils du moins. Et on a eu à discuter lors du forum et son fils m'a invité au musée. Et lorsque je suis allé au musée, j'ai trouvé M. Samoura
au musée. Et après une discussion, j'étais vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais j'étais vraiment... Vous étiez convaincu J'étais peut-être convaincu des mots. de se passionner des questions d'eau. Oui, et en plus, ce dont pourquoi je me battais, ce dont pourquoi je recherchais, je l'ai trouvé au musée. Et j'ai décidé dès lors de me battre pour ce qui me tient à cœur. Ce qui vous passionne. En tant qu'ingénieur hydraulique, justement, quelle est l'importance d'un tel musée? Un musée qui a pour vision de valoriser tous ces aspects de l'eau. En tant qu'ingénieur, il faut noter que le musée, quant à lui, il regorge d'une multitude de modalités. Ouais. La première modalité la plus essentielle d'ailleurs, que je peux vous faire ressortir, c'est la modalité des ambassadeurs du musée de l'eau. Et ces ambassadeurs-là, c'est des jeunes, c'est un groupe engagé du moins, qui est chargé de promouvoir toutes les questions ou les initiatives autour de l'eau. Oui. C'est-à-dire, c'est plus dans l'agir, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources en eau, dans l'objectif d'éduquer le public cible. Le public cible sur quoi? Sur des pratiques quand même assez reconnues, par exemple la potabilisation de l'eau par des moyens sains, avec des techniques très simples et pratiques. Ok. Donc, justement, on vous donne la parole tout à l'heure. Monsieur Samoura, Oui. Aujourd'hui, vous venez avec un ambassadeur du musée de l'eau. C'est quoi aussi cette idée d'ambassadeur du musée de l'eau? Comment cette idée est née? Et puis, c'est quoi le rôle de l'ambassadeur de l'eau? Du musée, je vais dire. En fait, il faut qu'au niveau du musée, il y ait plusieurs groupes de relais et de plaidoyer. Ok. Les ambassadeurs sont là sont d'abord des messagers, et ils sont là aussi pour faire le plaidoyer. Ils sont là pour éduquer, sensibiliser le public sur les grandes problématiques de l'eau. Un exemple, le lavage des mains, qui est une activité, un geste aussi simple, C'est ça. mais très important, extrêmement important. Selon les statistiques, il y a 90% des maladies qui sont liées au manque de lavage de mains. Et ça, c'est très grave. Alors, si on prend ça et qu'on regarde que s'il y a 80 à 90% des problèmes hygiéniques qui se posent, il faut que les gens en parlent. Ce n'est pas plus une question de moyens, mais c'est beaucoup plus une question de sensibilisation. Ok. Donc, ces ambassadeurs vont sensibiliser les jeunes enfants, les jeunes élèves, les enseignants et tout le public, le grand public, sur les questions de lavage de mains. Quand on va aux cérémonies, il est rare de voir les gens se laver les mains. C'est vrai que ça commence à venir, mais il faut que ce soit un réflexe. Un réflexe, c'est-à-dire que de façon involontaire ou volontaire, on va se laver les mains avant de passer à la nourriture. Ça, il faut que ce soit un réflexe lorsque nous quittons nos services et que nous arrivons à la maison, qu'on se lave les mains, par exemple. Et ça, c'est leur rôle. Il y a la question de la corvée des femmes. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vous avoue que les femmes rurales souffrent beaucoup au Burkina Faso pour aller chercher de l'eau. Et les statistiques sont effrayantes. Elles marchent souvent même jusqu'à 5 km jour pour aller chercher quelle quantité d'eau et quelle qualité d'eau. Et ça, il faut se rendre compte à l'évidence que c'est très dur. Bien qu'il y ait des progrès, je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès, il y a beaucoup de progrès qui se font. Il y a 20 ans, certainement, c'était plus dur. Oui, il y a 20 ans, il y a plus dur, mais aussi avec la situation sécuritaire, vous voyez que ça a encore, ça a impacté beaucoup le domaine de l'eau. Donc l'accès à l'eau potable devient une difficulté. Bon. Donc ce qui fait que ces ambassadeurs, ils vont travailler à faire ce plaidoyer pour que la question de la corvée de l'eau des femmes diminue. Et si on arrive à... Il y a 80% des activités que les femmes mènent qui ont un rapport avec l'eau. Vaisselle, lessive, cuisine, pain. Même abreuvement des animaux, les femmes le font. Même pour faire les briques, on va vous dire, les femmes vont amener de l'eau pour faire les briques. Donc c'est autant d'activités qu'on peut réduire si l'eau est beaucoup plus accessible
aux concessions, aux familles. Donc, du coup, ça va diminuer la corvée des femmes. Il faut faire en sorte que l'eau soit plus proche des habitations, des maisons. C'est comme vous et moi, nous avons la possibilité d'avoir un robinet chez nous. Donc, on ne sent pas trop cette corvée. Peut-être notre corvée va venir du fait que si on doit aller payer notre facture, on peut rester 1 heure de temps pour faire payer la facture. Même là, aussi, ce temps commence à diminuer. Bon, bref, voilà un peu le rôle des ambassadeurs. D'accord. Pour voilà, aider un peu ce musée à faire et la sensibilisation, et la conscientisation, et les formations, et le plaidoyer. Alors, M. Consimbo, déjà, vous avez dit vous faites la découverte du musée en 2024, vous êtes fait ambassadeur. Est-ce que vous avez déjà mené des activités en faveur justement du musée de l'eau? Oui, oui. C'était où? Oui, c'était... Oui, il y a eu des activités sur le site, mais il y a aussi des activités qu'on mène sur Google Meet ou Google Drive. Ah, d'accord, sur Internet. Sur Internet, parce que déjà, il faut que je vous informe que je suis le président des ambassadeurs et que nous suivons un plan d'action qui a été établi. Voilà. Et ce plan d'action, dans ce plan d'action, du moins, il y a des activités que nous menons. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Bien sûr, allez-y, quelques activités. D'accord. Sur le plan technique, il faut dire que il y a des activités telles que des formations sur des logiciels, par exemple, qui sont très cruciales dans le domaine de l'eau, comme des logiciels de SIG, la télédétection, qui permettent de capturer, par exemple, une image via un satellite, étant déjà chez soi, de pouvoir déterminer la température du milieu, le climat du milieu, la végétation du milieu, si oui ou non il y a possibilité de nappe phréatique ou aquifère déjà dans le sol. Mis à part ça, souvent nous constatons que nos infrastructures hydrauliques, c'est vrai, il faut construire, oui, mais est-ce qu'il y a une gestion durable de ces infrastructures-là? Donc il y a des formations pratiques comme la formation Jane Malhal, qui veut dire, bon, c'est en allemand. Et cette formation-là, c'est une formation qui inclut des bases sur la gestion durable de nos ressources, sur la gestion durable de nos infrastructures. Donc, oui, je pense que le musée, il est vraiment important et l'objectif, la vision du musée a fait qu'il y a eu la naissance d'un groupe de jeunes engagés, comme qu'on appelle communément les ambassadeurs du musée de l'eau. Donc vous êtes le président. Vous en êtes à combien de jeunes dans le groupe des ambassadeurs? Généralement, on est à plus de 100 ambassadeurs. Mais actuellement, on est dans la création d'un groupe bien spécifique. Et pour cela, on est dans les 50. D'accord. Merci beaucoup. Alors, M. Samoura, il faut bien qu'on s'intéresse à ce 20e anniversaire du musée de l'eau. Maintenant, c'est important aussi de mettre l'accent sur les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous avez surmonté jusque-là. Parce que 20 ans d'existence, ça ne s'est pas fait sans aussi difficultés. Les difficultés que vous avez rencontrées ou peut-être que vous rencontrez toujours. Est-ce qu'on peut en parler avant de parler du programme d'activité pour ce 20e anniversaire? D'accord. Généralement, c'est les journalistes qui posent des questions. Madame, est-ce que vous consentez à être ambassadrice du musée de l'eau? Ah oui, vous me posez la question en direct comme ça, là. Pourquoi pas, on va voir ça. Oui, c'est normal, puisque vous devez vous battre pour la question des femmes aussi. Oui, et je sais que c'est un combat que vous menez, même sur le plateau, vous le dites, je vous suis souvent. C'est ça. Bon, bref. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, parlons quand même des difficultés. Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficultés durant 20 ans que vous vous battez pour ce musée de l'eau là? Le thème le plus approprié, on va dire, c'est un parcours de combattant. De combattant. Voilà. Et quand on dit parcours de combattant, c'est vraiment des hauts et des bas, du jour, de nuit, vents et marées, intempéries, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, nous les rencontrons. Et nous les avons rencontrés. Et on continue de les rencontrer. Alors, la plus grande difficulté que nous avons, c'est la question de financement. Pendant 20 ans, pas qu'on n'a pas eu de financement, on a eu des financements, mais on n'a pas eu de financement pérenne. Oui. Une chose, c'est d'avoir des financements pour une activité que vous réalisez, mais une chose, c'est d'avoir aussi des financements pour peut-être 5-10 ans pour pouvoir effectuer des choses assez intéressantes. Et ça nous a beaucoup manqué. La deuxième difficulté,
c'est notre espace sur lequel nous sommes qui a été pris par des personnes qui ont vendu notre espace, une partie de notre espace. Et ça fait qu'on ne peut pas trop s'étendre parce que la question est au niveau de la justice. On a eu un premier procès en 2024 et il y a eu une condamnation de cette partie qui a fait appel, donc on ne peut pas s'étendre tôt tant qu'on n'a pas fini le procès. Sinon, vous avez eu raison sur la deuxième partie, la première partie du procès. Mais comme ils ont fait appel, vous ne pouvez pas... Voilà, donc on va suivre le cours normal de la justice jusqu'à ce que les choses soient plus claires. Si c'est clair en notre faveur, bon, on sera obligé de déguerpir tous ces gens qui seront là-bas en dépit des préjudices qu'ils nous ont créés parce qu'on a besoin de cet espace pour faire le musée de l'eau. Je le disais tantôt, on veut faire le plus grand musée de l'eau du monde. Et pour faire le plus grand musée de l'eau, il y a aussi la question de l'espace. Il faut aménager beaucoup d'espace pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des vitrines. Par exemple, la vitrine eau et femmes, à elle seule, peut prendre 1 hectare à 1 hectare et demi. Là, vous êtes sur combien Actuellement, nous sommes sur 6 hectares. Parce que dans un premier temps, on était au départ sur 10 hectares. Ils sont venus, ils nous ont pris 2 hectares sur lesquels nous avons trouvé que ce n'était pas la peine. Vous avez laissé tomber. Laisser tomber. Sagesse oblige. Mais notre sagesse avait des limites parce qu'ils sont revenus encore enlever 2 hectares. Les mêmes personnes. Bon, on a dit ça ne peut pas continuer. On a avisé le chef qui a condamné. Et c'est pour ça qu'on est parti en justice. Donc on est actuellement sur, on va dire, 6 hectares en attendant que les 2 passent en justice et qu'on ait raison avant de nous mettre en droite ligne avec les 2 hectares pour pouvoir travailler. D'accord. Je sais aussi que quand on vous rencontrait pour notamment notre rubrique à la découverte, vous avez dit que en fait, ce que vous souhaitez, c'est même de pouvoir délimiter l'espace par une clôture. Oui, on avait mis des bornes. Ça, c'est peut-être pour juste montrer les limites. C'est ça. On a essayé aussi de clôturer un petit espace avec du grillage qui sont venus tout enlever, notamment d'ailleurs. Alors, pour laisser l'espace comme ça, on a planté beaucoup d'arbres. Ils sont venus, ils ont coupé, faire le tour. Voilà, pour faire le tour, ils ont coupé tous les arbres. Et puis, bon, voilà, ils se sont appropriés de cet espace. Et ils ont même revendu la parcelle à quelqu'un d'autre qui dit qu'il est prétendu propriétaire immobilier. Et c'est lui maintenant qui a morcelé les 2 hectares et il a revendu à d'autres personnes. Alors donc ça fait qu'on a une forte pression des gens sur cet espace de 2 hectares. Et même qu'il y en a qui rongent même plus pour rentrer encore. Bon, l'envie est insatiable. Hein. Quand ils prennent, voilà, ils se disent je peux encore ajouter 5 mètres, ainsi de suite. Bon, voilà un peu la situation qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre jusqu'à présent, qui nous fatigue parce qu'on a un plan d'aménagement pour le musée. Mais on ne peut pas exécuter le plan d'aménagement tant qu'on n'est pas libre des contraintes foncières sur lesquelles nous sommes. Et ce plan d'aménagement va jusqu'à 2035, qui a été financé par l'agence de l'eau du Nakambe, qui fait et de la planification, et de l'aménagement, et de la communication, et beaucoup de choses sur lesquelles ça donne une vision générale du musée. Donc il y a de la vision, il y a de la matière, mais il faut aussi laisser les contraintes se lever pour pouvoir les faire. Mais plus les contraintes perdurent, plus ça crée des difficultés réelles au musée. Et c'est ça qu'il faut vraiment, il faut qu'on sorte de ça très rapidement. Donc on va laisser la justice faire son travail, en espérant qu'on va avoir raison. Si on a raison, on va le faire. Mais si on n'a pas raison, on va travailler sur les limites. Au moins les 6 hectares. Voilà. Alors, M. Samoura, 20 ans d'existence, c'est bien que vous décidez de marquer ce 20e anniversaire. Par quoi? Quel est le programme que vous avez prévu pour marquer ce 20e anniversaire du musée de l'eau? D'abord, chaque mois, nous avons décidé de mener une activité de janvier jusqu'en décembre. Alors maintenant, janvier, on est en train de faire les journées portes ouvertes qu'on va pas pouvoir faire en janvier, mais ça va être le 1er et 2 février, où on va faire les journées portes ouvertes au musée. C'est d'inviter toute la presse, toute la population, toutes les communautés de Moutili, les écoles qui sont aux alentours, les élèves, un peu partout, de venir visiter le musée
et on va faire des visites guidées. Alors, M. Pegadouane va prendre l'écharpe officielle d'ambassadeur. D'accord. Nous allons l'introniser en tant qu'ambassadeur. Et avec ces ambassadeurs, déjà, il a parlé de plan d'action. Ils vont regarder dans le plan d'action pour faire des choses. Ok. Il y a des activités comme la Coupe du Monde des toilettes. On va essayer de développer des petites activités de lavage de mains, d'utilisation des latrines, avec vraiment des trophées. Il y a aussi une petite pisciculture qu'on a. On va faire la pêche à la ligne. Madame, je vous invite à venir pêcher le plus grand silure du musée, en espérant que vous allez avoir le plus grand. Oui. Si vous l'avez, vous l'emportez, mais vous ne l'avez pas, vous vous contenterez de ce que vous avez eu. Bien sûr. Ensuite, on va faire une petite activité qu'on va appeler la coupe de consommation d'eau potable. Qui est le plus grand consommateur d'eau potable au Burkina? Donc, on va déposer des verres d'eau. Vous savez que la moyenne de consommation, c'est entre 1,5 et 2 litres par jour. Ce jour, on va avoir pendant 4 heures qui peut aller jusqu'à 4 litres, 5 litres d'eau potable. Ah oui. On va faire ce petit match-là. Mais c'est pour inciter les gens à aller suivre la consommation de l'eau potable. C'est ça. Parce que c'est la meilleure boisson. Il n'y a pas une boisson qui soit meilleure plus que l'eau. Alors, donc, on va faire cette coupe. On va faire un itinéraire entre le puits, on a un puits, et puis le moulin traditionnel. Et madame, ça va être très intéressant. Ce sont des activités très atypiques. Le puits, c'est quoi? C'est le lieu de rencontre, de socialisation, de solidarité, de partage des femmes, depuis 2 heures du matin. Elles se disent beaucoup de choses. Et de bonnes choses comme de mauvaises choses, mais toutes les grandes décisions ou recommandations commencent déjà à germer au niveau du puits. Et c'est le seul lieu où les hommes n'y sont pas. Parce qu'ils sont en train de dormir, soit ils font autre chose. Alors, l'après-midi, vers 16h, les femmes se retrouvent au moulin. On a une meule traditionnelle qu'on a pu confectionner au musée. Alors, cette meule-là, on va montrer maintenant comment du puits à la meule, quel est le comportement des femmes vis-à-vis et de l'eau et des résultats qui se ressortent des discussions qu'elles ont eu lieu le matin ou la veille sur la problématique de l'eau. Parce que c'est là-bas aussi le deuxième espace sur lequel les hommes n'y sont pas. Voyez. Donc quand on fait cet itinéraire, entre l'eau et les grandes décisions qui se prennent, qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les grandes décisions qui ressortent de ça? Et cette analyse, il faut qu'on le fasse avec les visiteurs. Pour que les gens comprennent que nos villages ne sont pas neutres et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais comme souvent on vient avec des yeux sans bien regarder dedans, on pense que les choses sont aussi simples. Non, ce n'est pas aussi simple. Il y a tout un ensemble de non-dits, de choses à décrypter dans les villages qu'il faut vraiment connaître. Et ça, le musée de l'eau est là pour aider à réfléchir sur ces questions-là. Donc voilà une activité aussi qu'on va mener. On va essayer de créer une boue aussi, où les gens vont essayer de se mettre dans la boue. Quand on parle de boue, il y a forcément de l'eau. Et dans cette boue, on va chanter et puis danser. Ah oui. Rien que des chants en rapport avec l'eau. Comme on peut voir souvent sur les pancartes au musée de l'eau, des chansons, des citations, des proverbes en rapport avec l'eau. Voilà. D'accord. C'est autant d'activités. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment commencer par des journées portes ouvertes, comme vous l'avez dit. Donc pour ouvrir l'entrée de ce musée de l'eau à ceux qui l'ont visité, à venir le découvrir, ceux qui ne l'ont pas encore visité, à venir découvrir. Et puis chaque mois maintenant, pour marquer ce 20e anniversaire, il y aura une activité chaque mois. D'accord. On a bien noté le programme, M. Samora, et puis on espère certainement que chaque mois on pourra, en passant, vous recevoir pour parler des autres programmes qui vont venir. Donc le rendez-vous est pris pour ce février. Vous avez dit du combien? Le 1er et 2 février. Le 1er et 2 février. Au site du musée. Au site du musée. C'est à partir de quelle heure les journées? 9h jusqu'à 18h. Voilà, 9h à 18h, samedi 9h et 18h, dimanche 9h 18h. D'accord. Super, merci beaucoup. Alors, monsieur l'ambassadeur qui sera intronisé ambassadeur du musée de l'eau le jour même, quel est votre message à l'endroit des autres ambassadeurs du musée, mais à l'endroit aussi du public, surtout jeune,
concernant le musée de l'eau? D'accord. Déjà, aux autres ambassadeurs, j'aimerais leur dire que la tâche ne sera pas facile. Oui. Et lorsqu'on décide du moins que l'on veut combattre, on veut évoluer, si on veut vraiment avancer, l'heure n'est plus au doute. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on réussisse, qu'on réalise, qu'on atteigne nos objectifs. Maintenant, au compte du public, ce que je peux leur dire, c'est que nous faisons aussi la promotion du genre. On parle en termes d'ambassadeurs, mais nous voulons aussi des ambassadrices. Les femmes, nos sœurs, nos mères, vous êtes les bienvenus chez nous, au musée, mais aussi dans le groupe des ambassadeurs du musée de l'eau. Ça serait bien. Oui. Parce que M. Samoura a parlé de corvée de l'eau liée aux femmes, donc c'est plutôt naturel que des femmes s'intéressent. Merci beaucoup, M. Konsembo, pour le passage et puis voilà, pour l'engagement aussi auprès de M. Samoura pour le musée de l'eau. Alors, M. Samoura, on est en train de finir notre entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à l'endroit des autorités, vu les difficultés du musée et puis bien sûr, dans l'optique d'améliorer les choses? Le musée, nous avons été reçus la semaine dernière par le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. D'accord. Qui a eu une oreille très attentive pour le musée, qui a apporté un intérêt particulier pour le musée, parce qu'il nous a rencontrés avec son directeur de cabinet et son conseiller technique spécialisé des questions d'eau. Et l'entretien était très intéressant. À la suite de ça, nous pensons qu'il peut y avoir de bonnes perspectives. Okay. Parce que c'est une des rares fois qu'on a été écouté comme ça par une autorité gouvernementale et qui comprend un peu toute la problématique du musée. Ça, je pense qu'on peut, en 2025, se dire que des petites choses peuvent commencer avec le ministère de l'eau. À l'endroit de certaines autorités, on a des ambassadeurs qui sont au Burkina ici, d'autres pays, qui viennent visiter et qui commencent à se dire, mais il faut qu'on apporte quelque chose. Mais il ne faut pas qu'on reste en ces termes, il faut qu'on apporte. Il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant et tout de suite. Parce que le musée doit être sauvé de certaines choses. M. Pegadouende est un ambassadeur, c'est un travail de bénévolat qu'il fait, mais il faut qu'à un moment donné, certaines choses lui soient attribuées pour qu'il puisse au moins payer son écharpe. Il ne va pas coudre l'écharpe sur sa propre poche. Donc il y a des petites choses comme ça qui doivent nous permettre de vivre et de survivre dans le temps et dans l'espace. Donc, on demande toujours aux gens, à la population, d'apporter quelque chose au musée. L'apport peut être financier, l'apport peut être intellectuel, l'apport peut être matériel. Quelqu'un qui a une dame qui a une vieille calebasse qu'elle a traînée pendant 5 ans, 10 ans, peut apporter ça comme contribution au musée. Il n'y a pas de petite contribution. On a des bouteilles d'eau minérale que des gens nous ramènent du Japon, de la Turquie, ainsi de suite, que nous gardons. Tout ça, c'est des collections que nous faisons. Donc, le musée de l'eau, c'est notre musée en tant que Burkinabé. Il ne faut pas que ce musée, à un moment donné, disparaisse. Du fait qu'on a porté un peu de négligence ou manque d'intérêt sur le musée. C'est vrai qu'il est en train de prendre de l'envol. Et il y a le musée de l'eau de Marrakech qui est actuellement là, au Maroc. Il y a le musée de l'eau du Cameroun. Mais tous ces musées reconnaissent quand même que le musée de l'eau du Burkina est d'abord le premier musée, mais c'est un musée qui a plus d'intérêt que les deux autres musées parce qu'on a des approches très atypiques, très ludiques, très pédagogiques qui permettent donc aux visiteurs de comprendre un peu tous les enjeux de la question de l'eau. Un exemple, par exemple, c'est la recherche de l'eau avec le bâton du sourcier, le GAACA. Bon, on est en train de créer l'association des sourciers, d'ailleurs, qui va se faire pendant les journées portes ouvertes, là. Les journées portes ouvertes, donc on va créer l'association des sourciers du Burkina. On a une centaine de sourciers très très forts au Burkina. Pour chercher l'eau à la nappe phréatique. Bon, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est un métier. Il faut mettre cette association en marche pour qu'ils aident à chercher l'eau
sur tout l'espace du Burkina Faso. C'est ça. Bon, merci. Merci beaucoup, le temps est terminé. Merci à vous, Monsieur Samoura. On espère en tout cas vous retrouver prochainement. Et puis, si tout va bien, on sera là donc du 1er et 2 février. Le 1er et le 2 février prochain. C'est pour dire en fait que c'est samedi et dimanche prochain. Donc, pour les journées portes ouvertes du musée de l'eau, vous partez à Moutili, donc dans le village de Kwanda, pour encore ces journées portes ouvertes du musée de l'eau. Merci. Monsieur Samoura, un contact quand même, c'est important de laisser le contact pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec vous. Le contact, c'est le mien, c'est le 70 23 98 37. 70 23 98 37. Merci beaucoup. 70 23 98 37. Merci bien. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Bonjour le Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Bonjour le Faso. C'est le tout premier numéro de cette semaine. Alors on va se retrouver, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien, restez fidèles au programme de Savan TV et à demain. Belle semaine à vous.